Demain, c'est la journée nationale de la solidarité. La ministre Anne-Désirée Ouloto appelle les populations à poser des actions d'entraide. Le message du gouvernement dans cette édition. L'Association des jeunes pour le développement durable de la Côte d'Ivoire a rendu hommage aux femmes africaines. 3 d'entre elles ont été distinguées. Plus de 400 hectares de riz détruits par les pluies diluviennes dans la région de San Pedro. Les riziculteurs ont besoin d'aide. À l'étranger, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou entend poursuivre les opérations militaires sur la bande de Gaza où un immeuble de 12 étages a été bombardé, faisant 18 blessés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h. La journée nationale de la solidarité est célébrée demain lundi. Cette journée offre l'occasion de rappeler à la conscience collective l'obligation de s'assister les uns les autres. Thème retenu pour cette édition, solidarité et vivre ensemble. Défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le message du gouvernement à l'endroit des populations est délivré par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Gabrielle Zani, Marie-Laure Maniassé. Sans cette valeur cardinale, il n'y aurait pas de cohésion sociale. La solidarité apparaît à bien des égards comme la base du vivre ensemble. Instituée depuis 2007 à l'issue du sommet de Ouagadougou sur la résolution de la crise ivoirienne, la Côte d'Ivoire célèbre ce lundi 25 août la journée nationale de la solidarité. Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, réaffirme le but de la politique de solidarité du chef de l'État. À travers la solidarité, l'État affirme sa présence attentive auprès des populations et fait ressortir dans le quotidien des familles, des ménages, des individus, les effets de la prise en charge et du traitement de certaines de leurs préoccupations sociales. Réduire les inégalités entre les citoyens, c'est en cela qu'ont consisté les actions de soutien entreprises ça et là à la demande des citoyens par le gouvernement. C'est dans ce sens que les familles sinistrées au cours des dernières pluies diluviennes à Abidjan, Fresco, San Pedro, Grand Laou ont reçu l'assistance de l'État. Une compassion exercée aussi en faveur des populations victimes d'insécurité à Bleulequin et Grabo dans l'ouest du pays. Aussi, au nom du gouvernement, voudrais-je vous exhorter, chers compatriotes, à être chacune et chacun d'entre vous des vecteurs de solidarité et de cohésion sociale dans votre sphère de référence. La couverture des besoins sociaux d'une frange importante de la population reste encore énorme malgré les efforts du gouvernement et des populations elles-mêmes. C'est pourquoi la ministre invite les citoyens à agir davantage pour la solidarité. La femme africaine est célébrée. L'Association des jeunes pour le développement durable de la Côte d'Ivoire a dédié une journée à la mère africaine. L'objectif étant de magnifier et de faire la promotion de la femme africaine en lui conférant une place de choix dans la société. Au cours de cette première édition, 3 femmes méritantes ont été distinguées. La cérémonie a eu pour cadre la commune d'Adjamé. Reportage Nousangaré, Serge Gomon. Elles sont au nombre de 3, les femmes qui ont été célébrées au cours de cette première édition de la femme africaine initiée par l'Association de la jeunesse pour le développement durable de la Côte d'Ivoire, AJDCI. Elles sont à l'honneur pour la bravoure et l'esprit d'initiative dont elles ont fait preuve en vue de rendre la femme africaine plus autonome. Des médailles leur ont été remises au cours de cette cérémonie. Nous avons décidé de les honorer et de les magnifier véritablement pour tout ce qu'elles font pour l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Elles sont des dames battantes, elles sont des dames qui apportent une cohésion sociale. L'émotion est trop forte aujourd'hui pour moi. Ça me dépasse. Une seule mère, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, vraiment, c'est que les enfants ont passé à me décorer là. Je leur dis merci. À cette journée de la mère africaine, les autres femmes n'ont pas été oubliées. De nombreux présents leur ont été offerts par l'Association de la jeunesse pour le développement durable de la Côte d'Ivoire.
La JDCI se veut un cadre d'échange d'idées de la jeunesse ivoirienne, sans distinction religieuse, ethnique et sociale. Cette association intervient dans différents domaines d'activité, entre autres l'agriculture, l'élevage et le commerce. Le directeur de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny, Dr Idrissa Sissié, était l'invité du Dimanche Magazine présenté par Fatou Fofana. Il a rappelé la date butoir des inscriptions dans cette université au titre de l'année académique 2013-2014. Date butoir fixée au vendredi 29 août. Suivez un extrait de son intervention. Nous avons 15 guichets disponibles à la scolarité. Si nous prenons 250 étudiants par jour par guichet, cela fait exactement 3750 étudiants inscrits journellement. De lundi au vendredi, cela fait 5 jours, multiplié par 5, c'est au-delà de notre espérance, de notre attente, cela fait 18 750 quand nous attendons au maximum 17 000. Cocody en a l'habitude, Cocody est sereine, Cocody attend les étudiants, c'est la seule difficulté, ils ne se présentent pas. Une inscription a bien un commencement et les inscriptions ont bien une fin. Et donc, quelle est la fin de ces inscriptions-là? C'est le vendredi 29 août 2014. On s'intéresse maintenant à cette journée de reconnaissance et de mérite organisée par la direction départementale du Rassemblement des Républicains de Bouaké. 300 militants de Bouaké et de Katiola ont été distingués. Reportage Charles Tatou. 300 militants ayant mené des actions de militantisme avérées dans les départements de Bouaké et de Katiola ont été distingués. C'était à l'occasion de la journée de reconnaissance et du mérite initiée par les responsables départementaux du Rassemblement des Républicains RDR. Et je salue cette initiative qui a permis de mettre en exergue les actes de tous nos militants qui se sont battus pour le développement du parti. Cela permet de galvaniser nos militants. Pour avoir donné tout au parti qu'on aime, quand on te le reconnaît, vraiment c'est une grâce. Deux raisons sont à la base de cette distinction. D'abord, récompenser les militants pionniers de l'implantation du parti dans le Gbeke et le handball. Ensuite et surtout, les remobiliser pour les élections de 2015. Aux militants qui n'ont pas été primés, le conseiller spécial du secrétaire départemental chargé à la communication a recommandé la patience. Nous avons fait encore des frustrés parce que nous ne pouvons pas récompenser tout le monde. C'était symbolique et qu'ils sachent qu'on ne les oubliera jamais et qu'ils continuent de lutter pour que le RDR soit un parti fort. Ces responsables départementaux ont exhorté les militants à redoubler d'ardeur au travail pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Des témoignages de certains militants ont constitué l'un des temps forts de cette journée de reconnaissance et du mérite du RDR à Bouaké. Continuons de feuilleter la page politique de cette édition. Le secrétaire général adjoint du RDR, chargé de l'organisation et de l'administration, était face aux candidats pour l'élection des secrétaires départementaux. Ordre du jour, les informer de l'organisation pratique du scrutin du 6 septembre prochain. 239 000 électeurs exprimeront leur droit de vote dans 438 localités et le verdict des urnes sera livré le 9 septembre à Ben Touré, à Boussanogo. Pour plus de détails. Le 6 septembre prochain, 239 000 électeurs du Rassemblement des Républicains éliront leurs différents secrétaires départementaux. Mais avant, les candidats, eux, sont reçus par le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et de l'administration. Gilbert Kafana connaît d'Ivoire en ces élections non pas une source de division, mais l'exercice de la démocratie. Si nous voulons que le parti, à toutes les échéances, sorte fort et qu'il ait des élus partout pour être le premier parti, mais il nous appartient chaque fois que nous avons une responsabilité sur le terrain de faire en sorte à ce que nous puissions rassembler. L'enjeu, c'est de choisir les responsables qui vont diriger le parti dans les différents départements pour l'objectif que nous attendons, 2015, le renouvellement du mandat du président Alassane Ouattara. Dans un souci de transparence et de neutralité, la direction du parti va s'appuyer sur le fichier électoral de 2008.
Plusieurs facteurs ont motivé ce choix. Nous avons demandé l'actualisation des comités de base. Malheureusement, nous avons rencontré deux difficultés. La première des difficultés, c'est que nous avons commencé à assister à l'exclusion de certaines personnes compte tenu de l'adversité qui est née des élections. La deuxième difficulté, même si nous avions les données en temps pour faire la saisie et faire en sorte à ce que nous ayons un fichier prêt pour les élections, cela n'était pas possible. Nous avons donc nous résoudre à prendre le fichier de 2008, qui celui-là a été fait dans des conditions tout à fait neutres. Le seul objectif était d'implanter le parti et d'aller aux élections. Les électeurs pourront exprimer leur droit de vote dans l'un des 743 bureaux répartis sur 438 localités. Le verdict des urnes sera livré le 9 septembre prochain au siège du RDR à la rue Lépiquet. On poursuit avec cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara dans la région du Tongpi. Après Séguéla et Soubré, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le Dr Albert Mabritois-Keusa, président de l'UDPCI, effectue une tournée dans la région du Tongpi. Objectif, inaugurer certains ouvrages réalisés grâce à la politique de développement initiée par le chef de l'État. Le peuple d'An, reconnaissant, a organisé des cérémonies éclatées d'hommage au président de la République. Serge Coléa, reportage. Après la crise traversée par la Côte d'Ivoire, la région du Tongpi renaît. Construction d'écoles, reprofilage des routes, addiction en eau potable, électrification des villages sont quelques-unes des actions importantes posées par le chef de l'État qui redonne joie et sourire aux populations. La tournée du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritois-Keusa, est une occasion pour ces populations d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État. Les réalisations du président de la République, traduites par le conseil régional, contribuent à indiquer les populations à leur donner un mieux-être. À Gopoupleu, Blé-Pleu, Boguiné 2, Glanhouleux et autres localités, des manifestations ont marqué le soutien du Tongpi aux actions du président de la République. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabritois-Keusa, appelle à un soutien massif au président de la République. Des villages vont bénéficier d'électrification à l'occasion de l'interconnexion avec le Libéria et la Guinée. Dans les 2 ans, tous les axes qui relient nos principaux villages et les chefs-lieux de pays ruraux justement vont bénéficier donc de routes praticables presque en toute saison. Il y a aussi le bitumage de la voie qui quitte Zonien pour aller à Toulépleu, qui est avancé dans ses préparatifs. Et puis il y a le financement qui est acquis pour le bitumage de l'As d'Anané, donc frontière de la Guinée. Et puis il y a la question de l'eau potable. Le gouvernement a donc pris un décret il y a quelques 3 semaines pour mettre à la disposition 3 milliards acquis auprès de la BID pour l'hydraulique villageoise améliorée dans les districts des montagnes. Donc il y a bien de choses qui sont en cours. Je pense que les choses se passent assez bien et la région est confiante et mobilisée autour du président de la République. Le Tongpi se met à la disposition du chef de l'État, salue le développement qui s'opère dans la région et entend surtout accorder un autre mandat au président de la République. Le président Alassane Ouattara est attendu au mois de septembre dans la région de Ifo, région natale du président Aimé-Henri Konan Bédié. 3 départements composent cette région. Il s'agit de Daoukro, chef-lieu de région, de Mbayakro et de Prikro. Justement, parlant de Prikro, que devient le complexe sucrier de Famienkro, abandonné en 1984? Le constat de notre reporter Victorien Angouachi. 35 milliards de francs CFA d'investissement en 1977. Le complexe sucrier de Sérebou, 6 en réalité à Famienkro, a été abandonné en 1984. Une procédure de liquidation a eu lieu, mais tout ce qui restera dans les maisons sera pillé. Même l'usine n'a pas été épargnée. Quand on pose la question aux populations, elles disent que lorsque la compagnie sucrière était ici, elle vivait bien. Mais le constat est là. La Sow de sucre s'est installée ici et Famienkro n'a jamais été électrifié. En réalité, c'est la cité
de Serebou Komoué qui était électrifié. Les dirigeants de la CHP avaient décidé de faire l'électrification du village. Mais les villageois ont refusé que les machines entrent dans le village pour faire le travail. Aujourd'hui, c'est l'État du Côte d'Ivoire, grâce au programme présidentiel d'urgence, qui est en train de faire l'électrification du village de Famiekro. Les terres ont été abandonnées par l'assaut de sucre il y a 30 ans. Les populations considèrent qu'elles sont sans propriétaire. La compagnie et véhicule de Pricro, CHP, société de droit belge, a acquis les bâtiments. Elle a entamé leur réhabilitation. Sur la mise en valeur des terres par location, les populations demeurent réticentes. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés à un moment donné par rapport à la compréhension du projet, l'objectif, et toutes ces incompréhensions ont été levées par un effort de communication pour bien expliquer à la population, aux villages environnants, ce qu'on voulait faire. C'était pour développer le pays. Projet véhicole, donc projet vivrier important. Famiekro, c'est 6 villages riverains non électrifiés. La sous-préfecture en compte 13. L'ex-complexe sucrier qui aurait pu embellir la sous-préfecture est en ruine. C'est donc une chance de voir la reprise par la compagnie et véhicule de Pricro. Elle emploie environ 800 personnes et a essayé d'ouvrir quelques tronçons. Séminaire de formation sur le secteur de la sécurité. Cette rencontre a réuni à Yamoussoukro, le corps préfectoral des régions du Nzi et du Bélier. Cette initiative du Conseil national de la sécurité vise à redonner une dimension locale à la réforme de la sécurité en Côte d'Ivoire. Reportage Kader Sogodougou. La réforme du secteur de la sécurité est un processus très important pour la Côte d'Ivoire. Cette réforme est la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Après la création du Conseil national de sécurité, la réforme du secteur sécuritaire RSS a été lancée. La présente rencontre de Yamoussoukro a en ligne de mire l'approche sécuritaire locale avec la création des conseils régionaux de sécurité. L'objectif de ce séminaire est d'aider les préfets à consolider le dispositif local de gouvernance de la sécurité, en mettant en place d'abord toute la synergie qui regroupe tous les acteurs locaux allant des forces de sécurité à la société civile pour une prise en charge effective de la sécurité dans la localité. Ces travaux sur 2 jours ont permis aux participants de s'approprier la RSS. Le président de la République a souhaité que la Côte d'Ivoire puisse être un pays émergent en 2020. Mais pour atteindre cet objectif, il faut que ce soit toutes les composantes de notre pays qui bougent. Et la sécurité aujourd'hui est un concept qui englobe tous les secteurs de développement de la société. La sécurité hier se résumait au respect des lois et au maintien de l'ordre public. Mais aujourd'hui, en plus de ces 2 conceptions, il faut promouvoir la bonne gouvernance et prévenir les crises, ce qui va amener à assurer la paix et la stabilité dans notre pays. Le séminaire sur la réforme du secteur de la sécurité à Yamoussoukro a bénéficié de l'appui du PNUD et a vu la participation aux côtés du corps préfectoral, du COMNAT ALPC et de l'ONUCI. Je vous le disais en titre, la région de San Pedro continue d'enregistrer des dégâts dus à la forte pluviométrie. Ce sont plus de 400 hectares de riz qui représentent une production de plus de 3000 tonnes qui ont été détruits, laissant les riziculteurs de la région dans le désarroi. Des initiatives sont en cours pour leur venir en aide et le reportage est signé Mamadou Kouassi. Des plantations de riz paddy sous les eaux à San Pedro. Au total, 450 hectares de riz inondés depuis le mois de juin 2014. Une situation due à la forte pluviométrie enregistrée dans la région de San Pedro cette année. Le préjudice est lourd. Plus de 3000 tonnes de riz paddy détruits pour un montant d'environ 500 millions de francs CFA. Chez les producteurs, c'est la désolation totale, puisque cela constitue le fruit d'une année de dur labeur. Sinon, tout est gâté. Actuellement, même on a des problèmes à manger à la maison. Face à la situation, une cellule de crise a été mise sur pied par la Fédération nationale des riziculteurs de Côte d'Ivoire, FENARICI. Mais déjà, l'on sollicite le soutien de bonne volonté pour assister ces 300 familles menacées de famine. Je lance donc un appel
pressant à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire et des partenaires au développement pour venir au secours des 300 familles qui ont perdu toute leur récolte cette année. Si rien n'est fait pour eux, ils n'auront rien pour mettre leurs enfants à l'école, ils n'auront plus rien à manger. Dans les différents villages victimes de cette inondation, l'heure est désormais à la réflexion. Il faut rappeler qu'avant les producteurs de riz qui subissent ces inondations depuis 2 mois, les eaux dues aux fortes pluies diluviennes qui continuent de s'abattre sur la région de San Pedro ont détruit de nombreuses habitations dans des villages. Des alevins reproducteurs brésiliens dans les eaux du CNRA de Boaké. Le CNRA, c'est le Centre national de recherche agronomique. Sachez que l'expérience brésilienne atteste qu'un tilapia génétiquement amélioré pèse 1 kg. Après 6 mois d'élevage, cette technique brésilienne, le CNRA de Boaké a commencé à l'expérimenter et c'est depuis lundi dernier avec l'arrivée de 3200 alevins reproducteurs offerts à la Côte d'Ivoire par le Brésil. Charles Tato. Pas de temps pour les agents de la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentale du CNRA de Boaké. Aussitôt après avoir réceptionné les souches de poissons tilapia, ils ont procédé immédiatement à l'empoisonnement des eaux des bassins en béton de leur station. Ils sont même à pied d'œuvre quant à la mise en quarantaine pour une période de 2 mois de ces alevins reproducteurs venus de la République fédérale du Brésil. Fruits notamment de la coopération ivoiro-brésilienne. Les indications que nous avons reçues du technicien brésilien qui les a convoyés jusqu'à notre station, il recommande qu'ils soient nourris 5 fois par jour. Il y a une quantité d'aliments qui est donnée en fonction du poids de ces poissons-là. Pour le moment, nous utilisons de l'eau de forage. Avec l'eau de forage qui est pratiquement sainte de toutes sortes d'impuretés, nous allons commencer le levage. Mais avec le temps, ces poissons vont retrouver l'eau naturelle que nous utilisons sur la station. Les techniques brésiliennes en matière de développement aquacole vont renforcer le système de recherche du CNRA en vue d'assurer pleinement sa mission, celle de permettre l'amélioration de la production des aquaculteurs et des stations d'élevage, gage d'une indépendance en protéines halieutiques. La station de recherche sur la pêche et l'aquaculture de Boaké est située dans une forêt classée sur une superficie de 5 hectares. Elle dispose de 80 étangs en terre, de 2 états et demi en eau, d'une unité de fabrication d'aliments aux poissons, d'une salle d'aquarium, d'une écloserie et de 60 bassins en béton. Le virus Ebola menace, c'est le cas de le dire, même si aucun cas n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Les autorités préfectorales de la ville de San Pedro ont décidé d'accompagner le gouvernement dans son action de sensibilisation et de prévention contre la fièvre hémorragique Ebola. Depuis quelques jours, elles ont lancé une vaste opération de contrôle dans les marchés, maquis et restaurants de la ville afin de mettre en application les mesures du gouvernement, à savoir notamment l'interdiction de consommation du gibier. Abou Sanogo. Les autorités préfectorales de la ville de San Pedro se joignent à la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Elles ont donc décidé d'accompagner le gouvernement dans son action de sensibilisation. Exploitant une information faisant état de la présence de la viande d'antilope sur le marché, les secrétaires généraux 1 et 2 de la préfecture et le sous-préfet central de San Pedro, accompagnés des chefs des différents commandements, des unités de forces de défense et de sécurité et du directeur départemental de la santé, ont lancé une opération de contrôle inopiné dans les maquis et restaurants de la ville de San Pedro. Ce sont les restaurants du quartier Siweke qui reçoivent les contrôleurs. Là, cuisine, réfrigérateur et sauce sont minutieusement contrôlés. Aucune viande de brousse n'est découverte. Même exercice à la rue des maquis du quartier Lac et de la Cité. Ici, tout est passé au peigne fin. Le résultat est le même. Les restauratrices sont donc invitées à servir leurs clients. La présence de la viande d'antilope dans ces endroits était une fausse information. Selon le secrétaire général 1 des préfectures, cette action vise à faire respecter le message du gouvernement. Le corps préfectoral entend étendre l'opération de contrôle inopiné dans les différents foyers de la ville de San Pedro. La ville de Yamoussoukro, notre capitale politique, n'est pas en reste dans cette campagne et vient de mettre en place une brigade de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette brigade a pour mission
de sensibiliser les populations et aussi veiller au respect des mesures prises par le gouvernement. Reportage Mamadou Kouassi. Ils sont 22 agents pour cette première brigade. La police municipale de Yamoussoukro se donne de nouvelles missions, celle de participer à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces agents de la police municipale vont veiller également au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Pendant 4 semaines, ils ont bénéficié de formations militaires et de renforcements de capacités dans le domaine sanitaire. Cette brigade de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola va également sensibiliser la population sur le respect des mesures prises par le gouvernement. Le préfet de région André Eponou félicite l'initiative de la mairie de Yamoussoukro. Il exhorte les agents de la brigade à traquer tous les contrevenants au respect des mesures d'hygiène. Pour le maire de la ville de Yamoussoukro, il faut sortir du rôle classique de la police municipale. Il faudrait donc, selon lui, permettre à ces agents de participer au respect des principes de la vie. Aux éléments de la brigade, Jean Kwaku Nyanangbe demande de traduire en actes les acquis de cette formation. Il faut rappeler que pendant 4 semaines, les 22 éléments ont bénéficié de l'assistance militaire de la garde républicaine de Yamoussoukro, et ce, sur la bonne conduite, les règles de transparence militaire et les techniques indicatives opérationnelles rapprochées. En Guinée, l'activité économique est de plus en plus affectée à cause de l'épidémie à virus Ebola. Tous les secteurs tournent au ralenti et les opérateurs économiques sont inquiets. Je rappelle que le premier foyer du virus Ebola a été découvert en Guinée forestière et puis plus de 1400 cas de décès ont été enregistrés dans les pays concernés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. J'ajoute que la Côte d'Ivoire a décidé de fermer ses frontières avec la Guinée et le Libéria pour éviter la propagation de l'épidémie. Au grand marché de Madina, le poumon économique de la Guinée, les activités sont au ralenti. À la gare routière du Libéria, rien ne bouge. Les véhicules qui transportent habituellement des marchandises entre Conakry et Freetown, la capitale de la Sierra Leone, ou Monrovia, la capitale du Libéria, sont à l'arrêt. Conséquence de la fièvre hémorragique Ebola. Les échanges entre les 3 pays sont interrompus puisque les frontières sont fermées. Ça ne marche pas. Tu viens le matin jusqu'à 17h, 18h, tu rentres. Même 100 francs ou bien 1000 francs ou bien 5000 francs, tu ne gagnes pas, personne à te donner. L'épidémie d'Ebola a un impact économique chaque jour plus important. L'industrie touristique a été la première touchée. Conséquence de la suspension des vols vers Conakry et des mises en garde contre cette destination. L'impact a été immédiat. Les 2 grands hôtels qui sont à Conakry en ce moment ont vu leur activité chuter de près de 7% du taux de remplissage de ces hôtels. Donc c'est catastrophique pour le secteur. Les petits métiers qui se greffent habituellement sur l'industrie touristique sont touchés de plein fouet. Les artisans, par exemple, essayent de faire bonne figure, mais les clients se font de plus en plus rares. On ne voit personne qui rentre parce qu'il y a les vols qui sont diminués, il n'y a pas les passagers, il n'y a pas les clients qui viennent acheter. Même il y a des blancs qui viennent ici, ils envoient des gants, ils portent des gants, ils ne veulent pas qu'on les touche. Tout cela, bon, c'est difficile de communiquer avec eux. Du coup, une certaine grogne prend forme en Guinée. Le gouvernement affirme que toutes les mesures ont été prises pour enrayer l'épidémie. Mais certains opposants l'accusent de mauvaise gestion de la crise sanitaire. Direction le Proche-Orient où le conflit israélo-palestinien s'intensifie. Un immeuble de 12 étages a été bombardé par l'armée de Tsahal, à bilan 18 blessés, dont 10 enfants. Un immeuble de 12 étages frappé en plein cœur de la ville de Gaza. L'État hébreu avait averti que les Gazaouis paieraient cher la mort d'un enfant israélien tué vendredi par un obus palestinien. De cet immeuble, il ne reste plus rien. Ses habitants avaient été appelés à évacuer 10 minutes avant l'attaque. La frappe a tout de même fait 18 blessés, dont 10 enfants. Nous sommes sous le choc. La dernière chose à laquelle nous nous attendions, c'est que les Israéliens visent un immeuble résidentiel où vivent 5 à 600 personnes. Ils disent qu'ils visent la résistance, mais ici, il n'y a pas de résistance, il n'y a que des civils. Toute la journée de samedi, la bande de Gaza a été soumise à un pilonnage intensif, des explosions successives pulvérisant des immeubles et jetant dans les rues des civils affolés. Au total, 60 frappes qui ont fait 10 morts, dont 3 enfants et 4 femmes.
De leur côté, les Palestiniens ont tiré 71 roquettes et obus de mortier sur Israël, qui a également essuyé des tirs de roquettes de Syrie et du Liban. Alors que se déroulaient dimanche les obsèques du petit garçon israélien victime d'un tir d'obus palestinien, le Premier ministre Netanyahou annonçait son intention de poursuivre les opérations autant que nécessaire. De fait, les frappes avaient repris dans la matinée. J'appelle tous les habitants de Gaza à évacuer immédiatement tous les lieux à partir desquels le Hamas mène ses activités terroristes. Tous ces endroits sont une cible pour nous. Nous avons prouvé ces derniers jours qu'il n'existe et qu'il n'existera aucune immunité pour ceux qui tirent sur des citoyens israéliens. Et cela vaut pour tous les secteurs et toutes les frontières. La veille, l'Égypte, qui recevait le président de l'autorité palestinienne, avait appelé les deux parties au cessez-le-feu et à reprendre les discussions. Depuis le 8 juillet, début de l'opération israélienne Bordure protectrice contre le Hamas, plus de 2100 Palestiniens ont été tués, 64 soldats et 4 civils israéliens ont perdu la vie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 23 h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby pour le dernier journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.